Bon, salut Philippe, ça va? Salut Momo, Depuis combien de temps tu prends des cours avec moi? je prends des cours avec toi depuis juillet 2018. Ah oui, ça fait Ça 6 fait ans? 6 ans. Ça fait quasi 6 ans? Ça fait 6 ans. Waouh! Quand tu as poussé la porte de l'école, tu espérais quoi des cours en fait? Alors, j'espérais des cours à la fois ludiques, mais aussi techniques qui me permettent de progresser assez rapidement. Je me suis aperçu quand même que la guitare, c'est comme tous les instruments, c'est un Everest, Ouais. et que donc la progression rapide, elle l'est pas toujours. Mais j'ai trouvé chez toi le côté psychologique qu'on n'a pas toujours chez un prof de guitare. Ok. Ça me fait rire que tu emploies le terme Everest, parce que c'est le terme que j'emploie souvent. Et c'est vrai que pour moi, la musique, c'est un Everest. Et le rôle du professeur, en fait, c'est de cacher un petit peu l'Everest derrière des collines un peu successives et de rappeler aux gens aussi que dans cet Everest qu'il faut grimper, il y a des camps de base et qu'on n'est pas obligé de regarder le sommet et de se dire « je n'arriverai jamais à grimper au sommet de cet Everest ». Et à un moment donné, on peut s'arrêter, on peut s'acclimater, on peut respirer ici et puis repartir si on en a envie. Ok, ben super. Et maintenant, ma question c'est, est-ce que quand tu es venu, tu avais déjà des bases en musique? Oui, j'avais, lorsque j'étais ado, j'avais pris quelques cours de guitare, un an de cours de guitare, mais je n'avais pas persévéré. Ouais. Donc, Pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait fait abandonner un petit peu ben, je sais pas, le fil de la vie, le fait justement, j'avais plein de choses à faire. Ouais. J'adore l'instrument guitare. Ouais. Et il manquait certainement des tutos. Il manquait certainement des tutos, puisqu'à l'époque, bon, je suis pas jeune, et à l'époque, il n'y avait pas 62 ans. Voilà. Donc mon Everest, t'es un bébé encore. Mon Everest se raccourcit quand même. Okay. Et en fait, je gratouillais sans progresser. Et puis j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie où en 2002 j'ai acheté une guitare électrique avec un vieil ampli pourri. J'adorais la regarder, mais je savais plus rien faire. Et en 2017, je me suis dit, j'adore trop cet instrument, je vais m'y mettre. Ok. C'est marrant, est-ce que quand tu as commencé la guitare, est-ce que tu avais un fantasme? C'est-à-dire, le fantasme, c'est l'idée un peu fantasmée de je vais, avec les années, je serai forcément bon et je vais forcément jouer bien et m'amuser et faire partie de ces musiciens que je vois qui, eux, jouent bien. Pas au départ. Non? Pas au départ, j'avais 15 ans, 16 ans. Mon objectif au départ, c'était de tout pouvoir jouer. À peu près correctement. Ok. C'est déjà un beau fantasme. Hein. Je me suis aperçu que c'était pas possible. Ouais. Mais c'était ça mon objectif, un peu l'objectif feu de camp. Feu de camp, ok. Mais plutôt dans le... Jukebox, jouer autour un peu dans les soirées, quoi. Un peu ça, okay. Un peu ça. Ok. Et depuis, est-ce que tu as revu tes objectifs? Oui, ça a évolué par le fait qu'on s'aperçoit que la musique, c'est un travail de fond. Ouais. Et que on ne peut pas tout savoir et tout faire dans un laps de temps très rapide. Ouais. Donc, les objectifs, il faut les voir par palier, je pense. Ouais, comme on disait, les camps de base tout à l'heure. Ouais. Il faut les voir par palier. Et j'avais un premier palier, c'était de pouvoir intégrer un petit groupe. Et grâce à toi, je l'ai fait. Wow. Ça, c'est cool. Hein. Voilà. Alors, et pour la petite histoire et pour les gens qui me regardent, là, qui nous regardent, avec Philippe, au fur et à mesure du temps, il a progressé. Et puis moi, j'ai remarqué sa progression.
Et d'autres élèves ont progressé comme lui, et j'ai créé un petit groupe qui était à la base un petit groupe un peu pédagogique, hein, on est d'accord, un petit groupe de soul, et j'ai demandé à Philippe de le rejoindre, parce que pour moi, les élèves, quand ils sont en confiance avec d'autres élèves et qu'on leur explique qu'ils ont le même parcours, ils ont tous le même parcours, c'est plus facile que de répondre à une annonce. On est d'accord, hein? Ah oui. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Ouais, de répondre à une annonce et d'aller se confronter à une audition. Alors si déjà on perd 80% de ses moyens parce qu'on se sent jugé et je trouve que c'est compliqué. Alors que rentrer comme ça par une porte un peu dérobée, c'est beaucoup plus facile. Et le côté pédagogique amène aussi l'expérience qu'on peut avoir après pour pouvoir justement intégrer peut-être notre groupe. Exactement, je suis d'accord. Ben, c'est ce qu'a fait Lionel. C'est ce qu'a fait Lionel. Ok, et pour continuer sur ce petit groupe, au début j'étais avec vous. C'est ça. J'étais avec vous et puis quand quand j'ai estimé que vous aviez plus besoin de moi, ben, vous avez fini votre groupe, vous êtes tous. Vous êtes combien maintenant dans le groupe? Ben, on est 5 toujours. Ouais, et donc il y a qui comme membre de musique? Et alors donc il y a un batteur, un chanteur. Yes. Il y a 2 guitaristes et un bassiste. Excellent, super. Voilà. Et c'est quelle est la setlist à peu près? Ben, un peu de soul et on évolue un peu sur un peu plus du funky. Ok, vas-y, cite-moi des titres. Ben, Get Lucky. Ouais. I Heard Through the Grapevine de Marvin Gaye. Ouais. On a Stevie Wonder, non? Il y a pas de Stevie alors Wonder? Stevie Wonder, mais c'est très difficile, Stevie Wonder. Vous l'avez abandonné? Et en fait, c'est pas du fait des instrumentistes, Ouais. c'est du fait du chanteur. De la tessiture du chanteur. Ah ouais, le chanteur, il a beaucoup mais c'est très compliqué pour lui pour. Vous aviez Valérie aussi de... On a Valérie. Ouais. On a Valérie, on a Colors de Black Pumas. On a. C'est déjà des beaux morceaux. Comment ça s'appelle? Stay Together d'Al Green. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Là, un peu plus éclectique, mais toujours dans ce soul, soul funk. Ça a été dur de passer des cours de musique, en tout cas de l'intellect de l'élève, de la position d'élève, à une position de ça y est, je reste élève parce qu'on peut rester élève toute sa vie. Moi-même, je le suis, hein, j'apprends en permanence, mais est-ce que ça a été dur de switcher dans le mental entre je ne suis qu'un élève qui apprend à ça y est, je suis maintenant, je m'accepte en tant que musicien et je vais aller faire ma part dans un groupe? Alors, pas aussi dur parce que justement, ce groupe était au début pédagogique. Donc, le but était d'en prendre la substantifique moelle. Et donc, pas aussi dur que si on avait fait une intégration brute par... dans un groupe de pros déjà. Dans un groupe de pros. Effectivement, il y a quand même un gros gap parce qu'on passe de la théorie et du petit jeu à un jeu en groupe, à un jeu commun, communautaire, je pourrais dire, où il faut s'adapter à tous. Et c'est pas si évident que ça. Alors c'est marrant parce que c'est finalement un passage obligé pour la progression. Parce qu'en fait, tout ce dont tu as besoin pour jouer dans un groupe, je l'ai déjà abordé en cours, je l'ai cité. Mais tant qu'on n'y est pas confronté et qu'on n'est pas en situation où la révélation des problèmes se jette à notre gueule, pardon du terme, mais c'est vraiment ça, on réalise pas qu'on en avait vraiment besoin. Quand je parle en permanence de respecter un tempo, une pulsation, être bien en conscience de sa grille, savoir les mesures qui passent, etc. Tout ça, on l'aborde, on est d'accord, vous êtes toujours d'accord, les élèves, vous me dites toujours « Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Mais en fait, vous le prenez un petit peu par-dessus la jambe. Et au moment où on est avec d'autres musiciens qui, eux, vont suivre la grille parfaitement, qui, eux, vont être capables de laisser passer les erreurs pour continuer, qui, eux, vont être capables de ne pas s'arrêter quand il y a des erreurs, etc., etc. Et c'est là où vous prenez conscience et vous vous dites « Ah ben ouais,
En fait, si je joue pas dans le tempo, si je joue pas avec la bonne harmonie, si je joue pas avec le bon truc, grosso modo, j'emmerde tout le monde, quoi. C'est vrai. Hein, et je deviens un petit peu la... C'est le canard boiteux qui arrive dans le groupe. Hein, et ça, on en prend conscience quand on rentre dans un groupe. Et c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? D'en prendre conscience? Ouais, de le prendre en pleine face. Ouais, voilà, ok, voilà. D'accord. Okay. Mais ça motive. Ok. Qu'est-ce qui, dans notre parcours de prof-élève, qu'est-ce qui a fait que tu es encore là aujourd'hui? Alors, sans me jeter des fleurs, c'est pas le propos, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans les cours qui t'a permis de te dire, ouais, là, je suis confort, je vais avancer? Alors, il faut revenir à la genèse. Le premier jour où je t'ai vu, parce que je suis passé, j'avais fait 2-3 profs, mais très rapidement parce que ça ne me convenait pas. Okay. Et je suis passé devant ton studio et j'ai vu un médiator en tant qu'enseigne. Je me suis arrêté à moto, je me suis arrêté et j'ai été demandé si tu donnais des cours. Ouais. Et tu m'as dit oui, je donne des cours, mais je ne donne pas que des cours de guitare, je donne des cours de musique. Et oui, moi je m'en rappelle. Ok, mais ça me ressemble. Et j'ai une façon de faire les cours. Si elle te plaît, ça va, mais si elle te plaît pas, ben, tant pis. Tu as un peu dit un peu ça comme ça. Okay. Et je me suis dit, ben, je vais faire l'essai et je vais voir. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être encore là, c'est que en fait, il n'y a pas que le côté technique, il y a un côté psychologique qui est très important. Il y a aussi la façon dont tu l'expliques, qui est une façon claire, parce que tu sais, et donc tu l'expliques clairement, et avec tout un tas d'exemples qui n'ont rien à voir avec la musique, notamment la cuisine, puisque tu compares souvent la musique à la cuisine. Et en fait, il y a cet échange qui n'est pas que de la technique, qui permet d'avoir envie de revenir à la fois d'après. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, hein, la technique n'est pas tout. Alors, c'est important la technique, mais ce que j'essaye de transmettre dans mes cours, c'est les outils pour que vous puissiez travailler vous-même, en fait. C'est pas de vous faire travailler ici. Il y a parfois, est-ce que tu as eu, alors ça c'est parce que je le vois chez d'autres élèves, hein, est-ce que tu as eu toi cette idée que le fait de prendre les cours, peu importe si tu travailles chez toi ou pas, ça te fera progresser? Non, parce que moi j'avais déjà fait de la musique, je faisais du hautbois en conservatoire, donc on avait l'habitude quand même de devoir travailler l'instrument à la maison, parce que sinon une heure ça suffisait pas. Donc non, moi je savais que la musique il fallait travailler. Après le problème c'est quelle priorité on donne à la musique pour pouvoir la travailler. Voilà. Et trouver les créneaux, trouver l'envie de le faire quand on démarre, alors que c'est quand même le démarrage, c'est quand même la théorie et souvent des positionnements compliqués à apprendre, et donc pas toujours ludiques. Et c'est là que moi j'ai franchi un cap à un moment donné, c'est que du jeu pour apprendre, je me suis aperçu que j'avais envie de jouer. Et ça a été... Et ça change tout. Hein. Ah, ça change tout. Ça change tout. C'est là, en fait, moi je rebondis un peu sur le début, c'est difficile, etc., etc. En fait, tout dépend de sa vision de ce qu'on fait. Tout peut être un challenge, et tout peut être un jeu, et tout peut être un exercice dont l'objectif final va nous satisfaire. D'accord? C'est sûr que si, quand on arrive à jouer nos 4 premiers accords ouverts, on estime qu'on est encore nul, eh bien on est frustré. Et puis on arrive à passer nos barrés, et puis on estime qu'on est encore nul, on est frustré. Donc ça, c'est le fait de se comparer à toujours meilleur que nous, on restera toujours frustré. Maintenant, c'est quel a été le parcours de ces meilleurs que nous?
D'accord? Parce que c'est le seul élément qu'on prend jamais en compte. On voit toujours les meilleurs que nous, mais on prend jamais en compte l'élément. Mais c'est quoi leur parcours? Très souvent même, j'étais d'une famille de musiciens. Et oui. J'avais des instruments à la maison dès l'âge de 6 ans. Papa m'a mené voir ses copains musiciens pendant les répétitions. D'accord? Donc, je joue depuis 25 ans. C'est ça la réalité de ces bons musiciens. Je joue 10 heures par jour. J'ai fait des choix pour jouer 10 heures par jour. Parce qu'attention, je ne vais pas minimiser le mérite des gens bons. Ces gens qui sont exceptionnels et qui ont un niveau exceptionnel, il ne faut pas minimiser leur mérite. Ils ont fait des choix. Ils ont fait le choix, par exemple, de crever la dalle pendant toutes les premières années de leur carrière pour se consacrer à la musique parce que c'était dévorant, comme d'autres le font pour le jeu vidéo, comme d'autres le font pour le poker. Hier, j'entendais un podcast sur le poker. Le gars de SDF, il devient champion de poker et maintenant, il coach des entreprises sur les prises de décision. C'est ouf. Mais quand il parlait de son parcours, le gars expliquait que toute sa vie, il a voulu jouer. Et quand il a compris, donc son père lui disait, mais on ne gagne pas sa vie en jouant, il voulait jouer aux jeux vidéo quand il était gosse, et quand il a compris qu'il y avait un jeu qui pouvait lui faire gagner sa vie, il s'est foutu à fond dedans. Ouais. Incroyable, hein? Et il est devenu millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus exactement, mais c'est fou. Donc, cette passion, elle est dévorante ou elle l'est pas. On la priorise ou on la priorise pas. Mais on peut pas avoir cette dichotomie entre le résultat qu'on espère et les moyens qu'on met en place. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est bien. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire comme eux. Ça veut juste dire qu'il faut avoir une vision claire de son objectif dans la musique. Et son objectif dans la musique, ça peut être se faire plaisir une fois tous les 15 jours avec son groupe et faire une date à la fête de la musique. C'est royal comme objectif. Ou alors ça peut être un peu plus, devenir intermittent du spectacle. Mais ça nécessite pas les mêmes moyens, les mêmes efforts à mettre en place. Ok. Quelles ont été pour toi les étapes dans l'apprentissage les plus difficiles, où il a fallu le plus de temps, où il a fallu le plus y revenir et le plus user de pédagogie différente à chaque fois pour que tu comprennes ces choses-là? Et peut-être qu'il y a encore des freins. Oui, bien sûr, il y en a. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Pour moi, c'est le rythme. Le rythme. Voilà. C'est le rythme qui est le plus compliqué, alors que c'est une base de la musique. Et pour moi, c'est le rythme qui est le plus compliqué. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est le rythme le plus compliqué? Et je vais répondre parce que je pense que énormément de monde pourrait répondre la même chose à ta place. C'est parce que vous l'idéalisez, ce rythme. Ce rythme, vous le sacralisez comme étant quelque chose de complexe. Mais le rythme, il y en a partout. Une fois, je vais te raconter à toi une anecdote. À l'époque du début de YouTube, je suivais un démonstrateur d'instruments de musique sur YouTube. Il démontrait des pédales d'effet, des guitares de luthier, etc. Le gars, je vais le citer parce que ça a été un modèle à un moment donné. Il s'appelle Brice Delage. Et ce gars-là, quand je le regardais faire jouer en fait, il jouait des trucs exceptionnels et je n'en comprenais pas le rythme en fait. Je comprenais pas comment il jouait. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, si dans sa tête, il lui passait l'idée musicale de faire ta-ta-ta-ta-ta, tu vois, un truc rythmiquement comme ça, il n'était pas en train de théoriser, je vais faire trioler 2 croches, quoi. C'était pas son propos. Il entendait ta-ta-ta-ta-ta et sa main faisait ta-ta-ta-ta-ta. Et point final. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière le rythme joué, la théorie derrière? Je crois qu'il s'en foutait royalement, en fait. Par contre, il s'autorisait totalement à laisser sa main faire ce qu'il avait prévu musicalement. Et en fait, des rythmes comme ça, tu pourrais en inventer des milliers. Maintenant, est-ce que tu laisserais ta main faire sans comprendre ce qu'elle fait? Peut-être pas. Et donc, le frein, c'est souvent ça, c'est souvent
que tu vas chercher la théorie derrière le rythme, et pendant que tu cherches cette théorie, tu casses ton rythme. Donc ton rythme, il tombe plus juste. Par contre, si je te demandais de chanter ton solo avec des onomatopées simples, alors là, tu serais très inventif. Et moi, pendant une période, je m'étais amusé à me mettre au scat. Donc le scat, c'est cette façon d'improviser du chant avec des onomatopées avec la bouche. Et donc je me mettais, comme je l'aurais fait à la guitare, je me mettais des backing tracks et je scattais. Et j'étais 1000 fois meilleur. J'étais 1000 fois meilleur. D'ailleurs, je me suis demandé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai vite compris. Il y avait le côté technique, parce que c'est bien beau de l'avoir dans la tête, mais est-ce que je sais le ressortir sur l'instrument? Et il y avait le frein psychologique à, c'est pas parce que j'ai chanté ça que je peux le faire. Mais en fait, si. Il suffisait que je laisse ma main le faire. Et moi, j'acceptais pas que c'était aussi simple que ça. Il me fallait de la théorie derrière tout ça. Donc le rythme, ça se travaille, évidemment. Mais le problème, c'est que si je le travaille de manière trop scolaire, trop exercice, etc., au moment où je vais le jouer, ça s'entendra comme étant scolaire et exercice. Effectivement. Tu vois? Je vais aller chercher un petit peu les patterns que j'ai appris, etc. Ça va s'entendre. Par contre, si je me laisse à un moment... Tu sais, quand tu vas faire des solos, il y a toujours un moment où on oublie un peu qu'on est dans une pratique théorique et technique et on se laisse. J'ai jamais été aussi bon en solo que des moments où j'ai attrapé ma guitare. Mais en plus, j'ai les images de ces moments-là dans ma tête. C'est des moments où un peu le cafard à la maison, ou un jour où il fait pas beau dehors, quoi, et j'attrape la guitare machinalement pour rien faire avec. Ça m'arrive tout le temps. Je l'attrape et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Et je me mets à improviser. Un blues ou quoi que ce soit. Je pars de l'idée d'une pentatonique ou je sais pas quoi, et je me mets à improviser. Et il se passe, c'est arrivé plein de fois, un truc un peu magique où je me dis, mais c'est pas toi qui joues. Ça, t'as jamais joué ça. Où c'est que t'es allé chercher ces notes-là? Où c'est que t'es allé chercher ce rythme-là, etc. C'est parce que, en fait, je suis plus dans l'analyse de ce que je joue. Je ne fais que laisser retranscrire ce que je produis dans ma tête. C'est ça, en fait. Le secret du rythme, il pourrait être là. Combien de gens jouent de manière exceptionnelle? Des solos, prenons des manouches, jouent exceptionnellement, et jamais ils t'expliqueront qu'il y a des noirs, des triolets, des sextolets, jamais. Donc, c'est peut-être ailleurs, en fait, qu'il faut aller chercher. Les amis, si cette vidéo vous plaît, ainsi que les autres, et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. Est-ce qu'il y a des choses que je te répète en permanence et que malgré tout, tu vas pas travailler ou tu vas laisser comme une épine dans le pied pendant des mois et des années parce que à un moment donné, tu t'y mets pas? Et c'est souvent le rythme. Ouais. Y a aussi mes positions de doigts. Tes positions de doigts qui sont limitantes au bout d'un moment? Qui sont limitantes. Et des choses plus théoriques ou techniques? Ça me vient pas tout de suite là. Par exemple, moi je vois chez mes élèves, quand je leur demande d'apprendre clairement les notes. Ah oui, oui, oui. En plus, j'ai une méthode pour apprendre les notes, une méthode assez claire, d'ailleurs je la ferai en vidéo, qui est simple et claire, et qui t'enlèvera ce souci pendant toute ta carrière, et les gens vont attendre des années. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'ils se confrontent à compter mi, fa, sol, nanani, pour aller trouver le si. Ouais. C'est un gros frein, ça, au moment où il faut jouer. Effectivement. Hein? Donc, connaître son manche. Connaître son manche, il y a des étapes comme ça qui, pour moi, sont absolument nécessaires pour progresser et pour s'enlever ça des freins et que vous ne faites pas. C'est vrai. Hein? Est-ce que, par exemple, les intervalles, pour toi, c'est important? C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et plus on progresse, plus c'est important. Ok. On s'en aperçoit quand on commence à faire des accords septièmes,
des accords un peu enrichis, et il faut les connaître, les intervalles. Ok. Une autre question, est-ce que pour toi, tu aurais pu avancer plus vite? Oui ou non, et si, et pourquoi? Oui, j'aurais pu avancer plus vite. Je pense, mon analyse interne me dit que je procrastine toujours un peu. Ouais. C'est normal, hein, tout le monde. Voilà. J'aurais pu avancer plus vite en donnant souvent plus de priorité à la guitare. Mais je suis un peu un glouton et j'ai envie de faire plein de choses en même temps. Tu papillonnes. Et je papillonne beaucoup plus que ce que je suis Focus. Approfondi. Ouais, d'accord. Voilà. Et est-ce que ça engendre chez toi une légère frustration? Oui. Oui, okay. Ça me frustre. Mais alors, au fur et à mesure de l'évolution, j'arrive maintenant à m'y mettre beaucoup plus. Mais ce qui me frustre, et tu le sais d'ailleurs, c'est qu'en fait, je travaille, ouais, mais que j'ai pas toujours, après il y a des gaps, mais j'ai pas toujours l'impression de progresser rapidement, parce que je pense que ma méthode de travail n'est pas celle que, malgré celle que tu me rabâches, mais c'est difficile de se mettre une méthode dans la tête, et maintenant j'y viens. Voilà. J'y viens, mais ça a duré 6 ans. Donc okay. moi, bon voilà. Ok, voilà. Excellent. Et qu'est-ce que tu... Bon, fort de cette constatation, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place déjà pour moins procrastiner? Est-ce qu'il y a des outils simples pour moins procrastiner? Je pense qu'il faut prendre les exercices comme un jeu. C'est ce que tu dis souvent. Alors, un jeu dans le sens où tout doit être de la musique au final. C'est-à-dire que même un exercice doit être perçu comme la musique future à venir. D'accord? Je dis n'importe quoi. Tu joues tes arpèges de la gamme harmonisée. Ne pas juste les jouer comme un truc technique où il va falloir enchaîner l'un, enchaîner l'autre, et me dire, Momo, j'y arrive. Ok, tu y arrives certainement. Tu arrives à faire l'exercice. Mais est-ce que pour toi, c'est de la musique? Est-ce que tu as entendu quelque chose là-dedans réutilisable dans ton solo plus tard? Tu vois l'idée? Ouais. Est-ce que si tu jouais ça à quelqu'un, il te dirait « Oh, c'est joli ». Parce que dedans, le rythme a été respecté, parce que l'intention dans les notes a été bonne, parce que tu te l'es chanté et déjà dans ta tête, c'était joli. Tu vois? Donc tout ça, ça va faire que l'exercice n'est pas qu'un moyen d'avoir un 20 sur 20, mais est un moyen de remplir sa caisse à outils. Tu vois l'idée? Ouais. Donc c'est plutôt ça. Non, je voyais des trucs plus terre à terre. Par exemple, pour moins procrastiner, il va falloir prioriser l'activité musique exactement de la même manière que si tu dois amener ta voiture au garagiste. C'est-à-dire que, regarde, et oui, dans la vie, on met des priorités à plein de choses. Évidemment, aller faire les courses, faire une lessive, amener la voiture chez le garagiste. Et tout ça, si tu dois le faire, tu vas le marquer sur ton planning. Tu vois, tu as ton planning quotidien et tu vas marquer ça. Et à quel moment tu marques ta répétition de guitare? Tu vois, ta demi-heure ou ton heure de répétition de guitare. Moi, pendant des années, maintenant j'ai plus besoin puisque je donne des cours, donc j'ai tout le temps pour le faire. Mais pendant des années, le dimanche soir, je prenais mon planning de la semaine, je regardais où j'avais des trous, une demi-heure, une heure ou quoi, et je marquais guitare. Et là où il y avait marqué guitare, je ne pouvais plus rien mettre à la place. Ça veut dire que s'il fallait faire les courses et que j'avais marqué guitare de 13 à 14, c'est pas de 13 à 14 que j'allais faire les courses. Tant pis. Parce que si on ne fait pas ça, on le repousse toujours à plus tard. Je suis d'accord. Donc ça sera ce soir, mais ce soir je suis fatigué, alors ça sera demain matin, mais demain matin je suis pressé. Alors ça sera demain midi, mais demain midi je suis invité au resto, donc ça sera demain soir, etc., etc., etc. Et finalement on l'a toujours repoussé, parce qu'en plus c'est pas toujours le plus fun à aller faire quand on sait qu'on va aller travailler quelque chose où on galère à le passer. Ça. Donc
Une fois que c'est marqué sur son planning, c'est une priorité au même titre qu'autre chose. À 5 heures, tu dois aller chercher les gosses à l'école, mais à 6 heures, tu as ta répétition de guitare, et tu vas la faire comme si tu avais pris un cours chez un prof. Tu es obligé d'y aller, tu prends ta voiture et tu y vas. Ben là, c'est chez toi, mais tu prends ta guitare et tu t'y mets. Et donc ça, c'est déjà un premier moyen de se dire, ok, là, les effets cumulés seront bons dans un an, parce que je ne me serais pas arrêté de bosser. Donc ça peut être une solution. Une deuxième solution aussi, c'est d'être très très clair sur son objectif. Quel est mon objectif? C'est pas grave de procrastiner si mon objectif c'est de jouer pour les 4 murs de mon salon. C'est plus grave de procrastiner si mon objectif c'est d'aller faire un concert dans un mois. Et oui. Là, il y a l'idée de on va se planter. Et ça arrive, hein, celui qui procrastine parce qu'il doit aller... pendant ma première année de guitare, c'est marrant parce que ça remonte, c'était il y a 24 ans. À la fin, j'étais dans un club associatif en fait. Et il y avait tous les niveaux. Et celui qui m'avait amené dans ce club-là, c'était un ami. Et lui, il avait déjà 10 ans de conservatoire. Et en plus, 10 ans de conservatoire et très doué. Et il jouait de la guitare électrique et il jouait du rock. Et je me souviens, on devait, à la fin de l'année, on devait faire un spectacle dans la cour du château. Et donc, je travaillais ce que je pouvais. On devait faire tous un solo à tour de rôle. Et il est passé, ce gars-là, je me rappelle, il s'appelle Olivier, hein, peut-être qu'il regardera la vidéo un jour. Il a joué le solo de The Wall, mais il a joué note à note, parfaitement. Et moi, j'avais travaillé, mais sans doute un peu trop procrastiné. Je pense que j'étais... Bon, d'abord, c'était ma première année, et j'étais pas aussi près que je le croyais. Et je suis passé juste derrière lui. J'aurais pu passer derrière un autre débutant, ce qui n'aurait pas eu le même effet, mais non, je suis passé derrière lui. Et il a joué par cœur. Il s'est passé un truc, c'est que mes doigts se sont tétanisés sur les cordes, et j'ai eu beau mettre toute la volonté du monde pour jouer la penta, quoi, pour jouer un truc qui ressemblait à quelque chose, parce qu'à la maison, c'était chouette. J'ai rien pu sortir, quoi. Tout a accroché. J'ai descendu les marches de l'estrade, et j'ai vomi sur le bas de l'escalier. Donc c'est marrant parce que, bon, aujourd'hui, je l'avoue, mais ça a été extrêmement compliqué. Et il y avait tout le village qui était là, c'était dans la cour d'un château du village, c'était à Capestan. Et donc tout le village, les gens sont venus me voir pour me dire « Non, c'était bien, c'était super, pour une première année, c'était incroyable, etc. » Et moi, dans mon fort intérieur, je savais que c'était tout pourri, quoi. Et le prof avait été malin parce qu'il m'avait dit « Écoute, la semaine prochaine, samedi prochain, tu reviens et on va jouer dans une médiathèque. » Bon, tu vois, pour des gosses et les employés de la médiathèque. Et c'est marrant parce que pendant cette semaine-là, je me suis juré de plus jamais me mettre dans cet état-là. Et donc, je suis allé jouer dans la médiathèque avec ce même Olivier qui était super fort. Et là, j'ai joué comme j'avais jamais joué. Parce que dans ma tête, j'avais switché. Ce n'était que de la musique. Alors, j'ai passé ma semaine à travailler extrêmement sérieusement. J'avais plus cette pression de « je dois être aussi fort qu'Olivier ». Et en fait, j'ai bien joué. Bon, bien joué avec un an de guitare, hein, donc tout est relatif. Mais c'était quand même pas mal. D'accord? Donc voilà, vraiment prioriser ces sessions d'entraînement. Et ne pas croire que parce qu'on a la connaissance, le prof, il ne peut t'amener que t'éviter les écueils de t'éparpiller dans ta progression. Savoir de quoi tu as besoin. Maintenant, après, il faut le travailler. Parce que si ça ne devient pas un acquis dans ta caisse à outils, tu arrives sur le chantier et tu enfonces un clou avec la clé à molette, quoi. Il fallait apprendre à te servir du marteau. Et il ne faut pas hésiter à revenir sur des fondamentaux pour bien se... Allez, super. Ça serait quoi les fondamentaux pour toi, les outils fondamentaux dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui? Ben, j'ai justement la connaissance des notes sur le manche. Okay. Parce que si... Des notes ou des intervalles duquel tu... Des intervalles, oui. Des intervalles, ouais. Des intervalles. On l'a vu il n'y a pas longtemps, et on est en train de le revoir. Les triades, pour moi. Okay. Voilà. Alors ça, c'est dans ton cas bien précis. C'est dans mon cas parce que vous êtes 2 guitaristes. Voilà. Et quand on est 2 guitaristes, l'idée, c'est de ne pas faire la même chose. C'est ça. D'accord. Et donc, quand il y a un guitariste qui est capable d'aller faire soit des plans, soit des riffs,
soit un accompagnement sur les triades, ça va potentiellement changer le spectre sonore entre celui qui va faire les barrés et celui qui va faire les triades. Voilà. Donc c'est très utile. Voilà. Et puis ça apprend la connaissance du manche parfaitement. C'est une vidéo qu'il faut que je fasse parce que les triades, c'est pour moi un game changer. C'est ça. Et voilà. Et effectivement, il faut toujours revenir dessus. Et puis, bon, la connaissance des accords, la visualisation des accords. Ok. Pas la connaissance, parce que c'est la visualisation des accords. Ok. Voilà. Est-ce que pour toi, les accords, ça s'apprend par cœur? Est-ce que tu estimes qu'il faut apprendre 1 million d'accords par cœur? Non, je pense pas. Il faut comprendre la composition de l'accord. Et comme ça, on peut le retrouver à tout moment. Je suis assez d'accord avec toi. Ok. Si jamais je devais te souhaiter quelque chose pour les 5 à 10 ans à venir, ça serait quoi maintenant ton rêve, ton fantasme, ta vision pour dans 5 à 10 ans? 5 ans, allez, 5 ans. Mais, bon, je suis bientôt à la retraite, ouais, ça enfin, dans quelques années, dans 4 ans. Et donc, l'objectif, enfin, les 5 ans, c'est bien dans le cadre. Et je pense continuer à jouer en groupe et faire quelques dates pour me... On y prend goût, hein? Ouais, sincèrement, voilà. On y prend goût, ouais. Voilà. Ok. Et mon objectif, il est là, c'est me réaliser, me régaler dans ce jeu en groupe que j'ai toujours rêvé faire, en fait. Ah, de manière un peu inconsciente, pas inconsciente, mais au moins inavouée? T'as toujours rêvé le faire de manière inavouée ou non, tu l'assumais? Non, je l'assumais. Que tu voulais rentrer dans un groupe? Ouais. Après, je savais que... Je pense que beaucoup ne l'assument pas. Hein. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est ça, peut-être. Mais oui, moi je l'assumais, mais je savais que c'était quand même... qu'il fallait d'abord passer par des étapes. Et sincèrement, la façon dont tu l'as fait a permis de se désinhiber là-dessus. Ok. Parce qu'on n'a jamais on n'ose jamais faire une démarche quand on n'a jamais fait. Ouais. Une démarche de vouloir rentrer dans un groupe, d'intégrer un groupe qu'on ne connaît pas, et c'est difficile. On a un élève et un ami, enfin mon ami Pascal qui a tenté de le faire. Et bien ça y est, figure-toi qu'il vient d'intégrer un groupe, il me l'a annoncé hier, un groupe de cover d'ACDC. D'accord. Mais en chant. En chant. En chant. C'est le chanteur d'un groupe d'ACDC. Et il m'a fait écouter des enregistrements hier sur son téléphone. Et c'est vraiment pas mal. Voilà. C'est vraiment pas mal. Et lui, il avait tenté. Il est très content. Il avait tenté d'intégrer un groupe et il s'était pas aperçu de la difficulté que ça engendrait. Et c'est vrai que être passé par ce groupe pédagogique entre guillemets, ouais. Bon, il y a beaucoup de travail encore, hein, mais ça permet de vraiment se désinhiber. Voilà. Ok. Et tu conseillerais quoi aux gens pour progresser? Alors, est-ce que pour progresser, les gens qui auraient des doutes sur leur capacité, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est comment convaincre les gens que leur capacité est la même que celle des autres et qu'il y a une confiance en soi à trouver. C'est quoi les étapes pour toi pour enfin réaliser que le don, c'est une infime partie de la réussite? Je pense d'abord qu'il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, planifier le travail parce qu'il vaut mieux faire demi-heure de guitare par jour que 4 heures le dimanche. Je pense, et je l'ai vécu puisque j'ai changé ma façon de travailler. Et je pense que de toute façon, si on veut progresser, il n'y a que le travail pour le faire. Mais est-ce que c'est du travail? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme du travail, mais il faut prendre ça comme de l'envie. Déjà, il faut bannir le mot travail dans la musique. C'est ça. Parce que travail, c'est un terme, ça vient d'un terme latin qui était tripalium, et tripalium, ça voulait dire, étymologiquement, ça voulait dire instrument de torture. Donc déjà, quand tu vois les origines du mot,
bon, tu te dis, bon, c'est peut-être... Mais par contre, moi, je le remplace toujours par pratique, en fait. C'est-à-dire, pratiquer votre instrument le plus souvent possible. Jeu aussi, puisqu'on dit jouer de la guitare. Et on dit jouer de la guitare. Voilà. Bon, jouer de la guitare, c'est un terme un peu galvaudé, hein, parce que jouer de la guitare, on joue quand on commence à se faire plaisir. Avant ça, jouer, c'est un peu complexe. C'est ça. Donc, je pense que d'abord, il faut prioriser ça. Il faut donner de la place à la guitare ou à son instrument, quel qu'il soit, à la musique. Ensuite, ce que je n'ai pas toujours fait, mais que je commence à faire, c'est écouter beaucoup de musique. Ouais. Alors moi, je suis avec la musique toute la journée. J'adore ça, mais je ne l'écoute pas. Tu l'entends. Je l'entends. Tu l'entends, mais tu l'écoutes pas. Je l'entends. Je me suis aperçu que pour préparer des morceaux pour les répétitions, il faut les écouter, les musiques. Voilà. Et même les analyser. Et les décortiquer. C'est un vrai écueil quand on dit écouter beaucoup de musique et que les gens pensent entendre de la musique, mettre de la musique en permanence. Mais ça donne une expérience musicale dans la tête que, comme tu disais tout à l'heure, on peut peut-être refaire. C'est du vocabulaire, c'est de la culture générale. Voilà. Et dans un aspect plus psychologique, s'il y avait des freins psychologiques, des freins de confiance en soi, comment on peut les surmonter? Mais je pense qu'on les surmonte en essayant d'améliorer sa méthode en permanence, d'améliorer sa méthode, de trouver une méthode qui puisse... Mais dans quel but? De gagner en confiance en soi? Mais oui, parce que si on trouve la bonne méthode, on va progresser plus vite et on va voir cette progression qui va permettre de donner envie de continuer. Enfin, c'est ce que je pense. Et tu crois pas que le vrai premier frein, c'est le qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Le vrai premier frein, c'est pas un frein d'ego où on se dit je vais me dévoiler et les gens vont savoir que je suis potentiellement mauvais. Tu vois, moi j'ai toujours cette truc qui me saute aux yeux de voir que quand je prends un élève, à chaque fois que je lui apprends un nouveau concept, un nouvel exercice, quelque chose de neuf, il est désinhibé parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et il sait que je sais qu'il ne sait pas. Et donc, à partir de là, il n'a aucune pression à se tromper. Puisque c'est normal, il ne sait pas, il se trompe, il n'y a aucun souci. Et passent les semaines, 2, 3, 4 semaines. Quand tu reviens dessus. Je reviens sur l'exercice, et là, la pression commence à s'installer parce que pour lui, il est censé maintenant savoir. Donc, quand il commence à se tromper, c'est plus pareil parce que... potentiellement, je peux lui dire, mais ça fait 4 semaines qu'on bosse ça, comment t'es toujours aussi nul? Tu vois? Je le dirai jamais comme ça, mais voilà, potentiellement, c'est ce qui va lui mettre la pression. Parce qu'on va réaliser qu'en fait, il n'a pas le niveau escompté. Un niveau qui fantasme, hein, parce qu'il ne peut pas savoir le niveau qu'il peut atteindre et en combien de temps il peut l'atteindre, mais pour lui, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est pas un premier frais? Parce que la première année, on a beaucoup moins de pression qu'au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, quand on n'est pas assez fort en solo, quand on n'est pas assez fort en accompagnement, quand on n'est pas assez fort point final, on fantasme le fait que tout le monde va se foutre de notre gueule. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors évidemment, si tu te prétends être un excellent guitariste, tu revendiques le fait que tu es super bon et tu es très moyen, il y a un moment donné, on va dire, le gars a pris un melon est terrible et c'est pas du tout le cas. Maintenant, si tu ne revendiques rien et que tu joues à ton niveau, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. D'abord, jouer bien, ça veut rien dire. Maintenant, jouer comme ce qui a été enregistré en studio pour des CD, ça devrait être la norme. Faudrait que tu puisses le jouer en live comme ils l'ont enregistré en studio alors qu'ils ont coupé, refait les prises, tu vois, et puis c'est un groupe et toi tout seul avec ta guitare, il faudrait que tu sonnes comme le groupe. Enfin, il y a plein d'écueils comme ça, de fausses idées comme ça. Mais en vérité, la première chose qu'il faut casser en soi, c'est cet ego qui fait que on va se foutre de nous, on va nous voir pour ce qu'on est, c'est-à-dire mauvais. Parce qu'on imagine qu'on est mauvais, on imagine que tout le monde est meilleur que nous.
D'accord? Et je pense qu'elle est là, le premier frais, il est peut-être là. C'est vrai parce qu'on se dit toujours guitariste amateur. Ouais, c'est vrai. Et pas guitariste tout court. Ouais, c'est vrai. En fait. Et on essaie de se dévaloriser pour que les gens se disent « Ah mais bon, mais quand même… » Alors ça c'est mental, complètement mental. C'est marrant parce qu'il faudrait faire totalement l'inverse. Il faudrait faire l'inverse, effectivement. Moi je dis toujours à mes élèves, quand vous allez jouer quelque chose à quelqu'un, un ami qui passe à la maison et vous allez lui jouer un morceau, ne lui dites jamais « Je vais te jouer le dernier morceau que j'ai appris ». Parce que, en quelque sorte, vous lui dites « Je viens de l'apprendre, si je fais des fautes, c'est pas trop de ma faute, tu m'excuseras ». Et donc, dans la mentalité de celui qui va jouer, il se laisse l'opportunité de faire des erreurs. Par contre, si tu dis « Je vais jouer tel titre de Cabrel », bon, on s'attend à ce que tu joues le titre de Cabrel et à ce qu'on l'entende comme si c'était Cabrel qui le jouait et qui le chantait. Et donc là, tu te laisses plus cette opportunité-là. Donc tu te mets en condition, tu te concentres et pendant les 3 minutes où tu joues le morceau, s'il y a une grenade qui explose à côté de toi, tu la regardes pas, quoi, tu verras après. Parce que tu dois jouer le dernier morceau de Cabrel. Et donc ça, c'est très important, c'est de ne pas se donner l'opportunité, de ne pas laisser penser qu'on est très moyen. On n'est pas censé être très moyen. Si je produis ce que je donne, ben, je le produis de la meilleure façon possible. Et s'il y a une erreur, il y a une erreur. On laisse passer. Mais en tout cas, s'il y a une erreur, on se remobilise pour finir bien, quoi. D'accord? Donc ça pourrait être pour moi un premier écueil que je vois très souvent chez mes élèves. Et un deuxième écueil aussi que je vois très souvent, c'est l'idée que on veuille atteindre un objectif de bons guitaristes, de bons musiciens, parce qu'on les voit partout et ça nous fait rêver, et qu'on n'a pas mesuré les efforts qu'il faudrait mettre pour le faire. Donc, on tombe de haut, et les bras nous en tombent, et on n'a pas le courage de s'y mettre assez sérieusement, parce qu'on n'a pas du tout mesuré ce qu'il fallait. Donc, il y a une vraie disproportionnalité entre notre objectif et ce qu'on avait envie d'attribuer et de fournir comme effort. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis absolument d'accord. Ouais. Et surtout au début, parce qu'on ne s'aperçoit pas de la complexité de la musique, et donc on a l'impression qu'on veut faire toujours du ludique et se dire bon ben moi mon objectif c'est de jouer comme Dire Straits, mais ouais. Voilà, mais bon, je pense que c'est pas possible sur un petit laps de temps. Okay. Et donc il faut se rendre à l'évidence que pour y arriver, il faut bosser dans les meilleures conditions possibles. Bon, pour finir, est-ce que toi tu es content de ton parcours? Oui, je suis content de mon parcours. De là où tu en es, de ce que tu fais aujourd'hui avec la musique. Est-ce que le rêve que tu avais d'être en groupe, ça s'est réalisé et du coup tu es quand même satisfait? Est-ce que tu penses continuer sur cette voie, de cette manière? Oui, moi je suis satisfait parce que j'adore la guitare et donc je réalise mon rêve de jouer. Et le fait de jouer en groupe aussi, c'était un objectif que j'ai atteint. C'est un accomplissement pour toi. Maintenant c'est un gros challenge parce que il faut bosser, il faut trouver du temps pour bosser autre chose aussi parce que ah oui, continuer à progresser finalement. Et continuer à progresser. Et c'est là qu'on voit que l'instrument, la musique prend énormément de temps si on veut s'y mettre à fond. Ouais. Voilà. Ok, merci Philippe, c'était super. Merci à toi.